tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque ça va être la compilation de la première semaine de mon calendrier de l'Avent, calendrier de décembre, consacré au rattrapage des films dont je ne vous ai pas parlé en 2023 et qu'il est grand temps d'aborder avant que l'année se termine. Ce format n'est pas uniquement destiné à YouTube mais également à TikTok, n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau et je suis également sur Twitter et sur Instagram histoire de faire le profil complet. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas et merci beaucoup de regarder cette petite compilation rattrapage de 7 films que je vous ai cachés en 2023 et dont il est très grand temps de parler. Je ne vous en mets pas plus et je vous laisse avec le premier film qui est une vraie pépite, mais je n'en dirai pas plus. Les rattrapages de Noël 2023, c'est parti! Et on commence déjà présent avec un film que vous m'avez pas mal demandé, mais j'avais pas du tout eu le temps de faire un retour dessus. C'est le film français Le règne animal, et je vous préviens, on commence sur du très très lourd. Sorti le 4 octobre 2023, ce film de 2h03, qui est donc d'origine française, Cocorico pour nous, est réalisé par Thomas Callier, ou Calais, j'espère que je prononce bien son nom, et ça a été une véritable pépite, un pur plaisir au visionnage. Je l'ai beaucoup recommandé autour de moi au moment où il est sorti, mais j'avais pas du tout eu l'occasion de vous en parler sur la chaîne, c'est chose faite aujourd'hui. Alors que nous raconte Le règne animal, on est dans un espèce de monde d'anticipation pseudo-dystopique où la France connaît une pandémie assez particulière puisque celle-ci fait revenir certains d'entre nous à l'état sauvage ou plutôt à l'état d'une certaine animalité où ils commencent à voir leurs instincts les plus primaires revenir mais également avoir des poils ou des plumes qui commencent à percer leur peau. Ces étranges mutations ont été prises en charge par l'État, qui a tout un service médical pour essayer d'aider ces personnes et poursuivre également les familles de celles-ci. Et c'est justement la famille d'une femme atteinte de cette étrange maladie, cette étrange mutation que l'on va suivre dans le film. Si Romain Duris qui incarne le père de famille ne m'a pas particulièrement impressionné dans le film, le jeune homme Paul Kircher qui incarne en fait notre héros que l'on va suivre durant tout le film et dont on va suivre les hésitations, les souffrances, le deuil de perdre sa mère qui connaît cette maladie étrange, mais également l'acceptation de cette espèce de nouveauté qu'il va avoir en lui. Paul Kircher m'a vraiment impressionné dans le film, c'est en partie grâce à lui que je suis rentrée dans l'histoire, mais également grâce au travail de cinématographie qui a été fait sur le film. On a des plans qui sont absolument magnifiques, d'une poésie assez rare je trouve. Je pense notamment aux plans dans le champ de maïs, on adore les champs de maïs, on pense à Signe évidemment, mais on n'est pas vraiment dans ce terminus-là, on est plus dans un espèce de truc un petit peu fantasmagorique autour de ces espèces de créatures mi-humaines, mi-animales, on a des chasseurs qui les pourchassent dans ce champ de maïs, c'est juste magnifique, c'est d'une poésie vraiment profonde, il y a une magnifique réflexion dans le film, on porte à la fois toute une réflexion sur le deuil, sur l'acceptation, sur la famille, mais également sur le changement, sur qui nous sommes et sur la part d'animalité qu'il y a au fond de chacun d'entre nous, même si la société tente à la nier ou la distancier. Franchement, c'est puissant, c'est beau, les passages musicaux sont sublimes, le passage musical dans la voiture, j'y pense encore, ça fait 3 mois que je l'ai vu. Enfin, ce film a été un véritable coup de cœur, un très bon moment de cinéma, un des nombreux très bons moments du cinéma français que j'ai eu cette année et ça fait super plaisir. Et je suis donc ravie d'ouvrir cette série de Noël avec ce film que je vous recommande chaudement. Si vous tombez dessus, ne passez pas à côté. Si vous n'avez pas vu, je vous encourage à le découvrir ce mois-ci ou au courant de l'année 2024. Voilà pour mon premier film du mois de décembre, à demain pour un autre rattrapage des films 2023. Jour 2. Et si hier on a parlé film français, aujourd'hui on parle d'une grosse sortie du cinéma super-héroïque dont je n'ai pas eu l'occasion de parler sur la chaîne, un film sorti le 16 août, le film Blue Beetle. Alors on n'est pas dans l'univers de Marvel, mais dans son concurrent direct DC, avec un film sur un héros jusque-là peu connu de cet univers, le fameux Blue Beetle, le scarabée bleu, qui est donc sorti dans nos salles cet été, et qui durait 2h07. On y suivait Jamie Reyes, un jeune homme plein d'ambition qui essaye de réussir tout en aidant sa famille, qui va croiser le chemin d'un mystérieux scarabée à la technologie très avancée, qui, à son contact, ou plutôt en fusionnant littéralement avec la chair de son dos, va se transformer en une armure qui va lui permettre de devenir une sorte de super-héros, le Blue Beetle. C'est à ce moment-là que tout va basculer pour Jamie et sa famille puisque ceux-ci vont se retrouver mêlés, bien malgré eux, à un étrange complot sur fond d'enjeux économiques et de puissantes multinationales. Alors si je n'ai pas parlé du film, c'est parce que je l'ai trouvé honnêtement sans grand intérêt. Je sais, ça fait un peu violent comme ça. Le film n'était pas atrocement mauvais, j'ai parlé par exemple cette année du film The Flash, également chez DC, que j'avais vraiment trouvé mauvais, du moins sur sa réalisation. Celui-ci n'était pas mauvais sur la réalisation, au niveau des images, des effets spéciaux, c'était assez honnête. L'histoire n'était pas non plus complètement ratée, même si honnêtement elle était très peu ambitieuse, mais j'ai surtout trouvé le film atrocement oubliable. Je ne l'ai pas revu depuis, vous vous en doutez, et bien que je me souvienne globalement de quelques
scènes. Honnêtement, à part celle qui était montrée dans la bande-annonce, il n'y a pas grand-chose qui m'est resté du film. Je l'ai trouvé rythmé, sympatoche, sympathique, avec encore une fois de l'humour lourdingue, avec notamment une blague autour des P. Enfin, je veux dire, le niveau pipi caca est atteint, c'est assez triste. Et l'ingrédient habituel maintenant de ce dernier film, une espèce de famille hyper attachante et hyper funky avec des personnages complètement surjoués et pas du tout réalistes, qui font qu'au final, sans être mauvais ou ennuyeux, j'ai pas vu grand chose de plus que ce que le monde du super-héros m'avait déjà fourni. C'est vraiment le cahier des charges où tout est coché avec une réalisation assez correcte derrière, mais qui te laisse un arrière-goût de « j'avais déjà vu ça et je vais pas m'en souvenir ». Alors le film est feel good, l'acteur principal est quand même très investi et ça fait plaisir à voir, mais honnêtement, en sortir de la salle, j'avais pas grand chose à vous dire. Et c'est pour ça qu'il a échoué, bien malgré lui, dans cette liste des rattrapages de 2023. Voilà pour le rattrapage du jour, à demain pour un autre film dont j'ai complètement oublié de vous parler cette année. Jour 3. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment d'un film dont on parle, mais d'une série que j'attendais avec très grande impatience et qui a été une très grosse déception de cette année. C'est la saison 6 de Black Mirror sur Netflix. Cette saison 6 est sortie le 15 juin 2023. Elle comptait 5 épisodes, dont le dernier, le 5e, est particulièrement long puisqu'il a la durée d'un film, 1h30. Et j'ai été très déçue pour quasiment tous les épisodes. Il faut savoir que moi, je suis une fan day one de Black Mirror. J'ai découvert la série en 2011 avec le très fameux tout premier épisode de la série, Hymne National, qui avait choqué tout le monde et c'était un petit peu le but. J'adorais l'esprit de la série, le fait que ce soit une anthologie avec des histoires courtes, les réflexions qui étaient proposées, la critique sociale qui était proposée aussi. Enfin bref, je suis une très grande fan en fait originelle de Black Mirror, mais depuis le rachat par Netflix à partir de la saison 3, je trouve que ça décline. Alors autant la saison 3 était pas mal, la 4 et la 5 c'était en 2015, il y avait des épisodes que j'avais bien aimés, des épisodes que j'avais moins aimés, mais cette saison 6 franchement je trouve que c'est la plus mauvaise depuis le début de la série. Ils ont tenté de nouveaux trucs, notamment dans l'épisode 1, Joan is awful, donc Joan est terrible, où ils ont essayé de critiquer Netflix mais un peu sans vraiment trop s'avancer, c'est-à-dire que oui c'est une grosse avancée parce que Netflix parle jamais en mal de lui-même, mais c'est très timide je trouve, c'est pas aussi cynique, aussi noir, aussi sombre, psychologiquement violent que ça l'a été. L'épisode 4, Maze Day, c'est juste une sorte de Twilight version 2023, l'épisode 5 qui est donc l'épisode long qui est censé être l'épisode le plus marquant de cette nouvelle saison, Démon 79, je l'ai trouvé archi décevant, très long pour le coup, alors que justement l'essence de Black Mirror, c'est de réussir à nous raconter sur très peu de temps quelque chose de très bien et de très intense, et là ils ont beaucoup de temps et ils arrivent pas à créer d'intensité, c'est assez triste. Les deux épisodes que je sauverais de cette saison 3, même si je les trouve pas du tout à la hauteur de ce qu'a été la série avant, c'est l'épisode 2 et l'épisode 3, Lock Henry, parce que je suis une fan de true crime et j'ai aimé qu'ils abordent ce thème, même si je trouve que c'est très timide, et franchement quand tu vois l'épisode, t'as pas l'impression de regarder un épisode de Black Mirror. Et le meilleur épisode de cette saison 6, Mon cœur pour la vie en français, qui s'appelle Beyond the Sea en anglais. Celui-là, c'est vraiment une petite pépite. Le style SF est très beau, il y a un espèce de côté vintage qui est très appréciable. L'histoire est vraiment prenante, le propos justement sur la technologie, où on retrouve un petit peu les origines de Black Mirror. Mais un épisode sur 5, c'est franchement pas assez. Surtout que, hormis peut-être ce 3e épisode, aucun n'est vraiment dans l'esprit de ce qu'a été Black Mirror pendant toutes ces saisons précédentes. C'est un petit peu triste, je suis un petit peu déçue. S'ils font une saison 7, évidemment que je la regarderai parce que j'ai toujours l'espoir de voir un petit peu renaître de ses cendres ce Black Mirror dystopique et psychologiquement violent qu'on m'avait vendu sur les premières saisons, mais je suis vraiment restée... Je suis déçue. Je suis très déçue de cette saison 6 et franchement voilà, je sauverai que l'épisode 3 et le 2 juste parce que ça parle de true crime et parce que j'ai une petite corde sensible pour le true crime. Mais c'est tout. Donc voilà pour ce rattrapage 2023 du 3e jour. C'était pas un film, c'était une série et il y avait au final pas grand chose à dire à part mon immense déception. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette saison et nous on se retrouve demain pour un autre rattrapage de film 2023. Jour 4. Et aujourd'hui, on parle d'une sortie du studio DreamWorks, donc un film d'animation qui est sorti en juin 2023 et dont je n'ai une fois encore pas eu le temps de vous parler sur la chaîne, c'est le film Ado Kraken.
Ce film réalisé par Kirk Demico, qui était notamment derrière le film Les Croûtes, que j'avais plutôt apprécié, le premier, pas le second, dure 1h31 et on y suit Ruby, une jeune adolescente de 16 ans, qui comme beaucoup d'adolescentes de son âge a du mal à trouver sa place, que ce soit au sein de son lycée et des jeunes de son âge, mais également dans sa ville et dans ce monde des adultes qui s'annonce à elle. S'il y a bien une règle suprême qui régit la vie de Ruby, c'est de ne surtout jamais se baigner dans l'océan. Or, c'est ce qu'elle va faire et elle va ainsi découvrir qu'elle n'est pas une jeune fille comme les autres, mais qu'elle est un kraken. Honnêtement, je n'attendais pas grand chose de ce film, dont même la bande-annonce ne m'avait pas vraiment fait vivre des émotions, mais c'est un DreamWorks, j'aime beaucoup le studio et j'avais envie de le découvrir. Cependant, soyons honnêtes, le film n'a vraiment pas été à la hauteur. Alors visuellement c'est assez joli, les couleurs sont plutôt belles, tout ce qui se passe sous l'océan et le design des kraken est plutôt original, mais au niveau du scénario c'est tellement classique que ça en devient ennuyeux. On est vraiment sur l'adolescente mal dans sa peau qui découvre qu'elle est la princesse d'un royaume englouti et qui doit choisir entre l'amour de sa famille et de ses amis et une vie d'héroïsme et de princesse. Vraiment c'est toujours la même chose et ça en devient un petit peu usant. Mais en plus de ça, j'ai pas vraiment réussi à créer d'attachement avec les personnages que j'ai trouvé tellement clichés et tellement peu développés que j'ai pas vraiment réussi à créer des liens avec eux. Mais je crois que le pire dans le film, ça a été la bande sonore. On a le pire de ce que je n'aime pas. Vous le savez si vous me suivez sur la chaîne, j'ai un problème avec le fait de mélanger des musiques pop de la radio actuelle avec les films. Mais alors là, il y en a tout le temps. Il y en a juste tout le temps, c'est invasif, la bande sonore mange complètement l'histoire, on profite même pas vraiment de ce qui se passe visuellement ou de l'histoire qui se déroule devant tes yeux, même si elle est pas forcément super intéressante et super originale, t'es juste constamment envahi par ces espèces de musiques extrêmement présentes qui phagocytent complètement l'histoire, ça j'ai trouvé ça ultra dommage, mais au-delà de ça, franchement, le film n'a rien d'original, il a pas sa propre unicité, même au niveau des designs des personnages, etc., c'est que du déjà vu, donc j'ai été un petit peu déçue. Je pense que c'est un film devant lequel les enfants passeront un bon moment, un bon petit samedi après-midi, un petit goûter, des crêpes, voilà, mais c'est pas forcément un film qu'ils vont demander et redemander. En fait, c'est pas forcément un film vers lequel t'as envie de revenir. Tu le regardes, tu passes un moment correct, et puis tu rentres chez toi et 2 jours après, tu l'as globalement oublié et t'y reviendras pas forcément. Alors oui, je suis totalement d'accord, c'est un petit peu dommage de la part du studio qui a produit Kung Fu Panda ou encore Dragon, que j'aime beaucoup, mais on croise les doigts et on espère que ça ira mieux pour leur prochaine production. Et voilà pour mon rattrapage d'aujourd'hui. À demain pour un autre film de 2023 dont je n'ai pas eu l'occasion de vous parler. Jour 5. Et en ce 5e jour, on va revenir sur un film français que j'ai vu cet été et que j'avais beaucoup apprécié parce que c'est vraiment le genre d'approche que j'apprécie au cinéma. C'est le film Les Algues Vertes, qui est sorti le 12 juillet 2023 et qui dure 1h50. Ce film est l'adaptation d'une BD que vous pourriez aussi appeler roman graphique, j'avoue que j'ai toujours pas compris la différence entre les deux, qui s'intitule elle aussi Les Algues Vertes, BD qui est elle-même la mise en image d'un reportage radiophonique qui a été réalisé par Inès Léraud, qui est la coécriture de la BD et qui a été consultée lors du film, qui a donc réalisé en 2016 un reportage radiophonique autour des algues vertes en Bretagne, et c'est de cette enquête journalistique qu'elle a tiré l'histoire de la BD, et qu'est donc tirée l'histoire du film. Que nous raconte donc ce film? Il nous raconte le parcours de cette journaliste, Inès Léraud, qui décide de s'installer en Bretagne et d'y mener l'enquête suite à une série de morts suspectes qui pourraient être dues aux fameuses algues vertes qui avaient déjà fait scandale en Bretagne. À travers ces différentes rencontres et les passages enregistrés extraits de son documentaire radiophonique, on découvre la culture du silence et l'omerta qui règne en Bretagne à cette époque autour de ces différents scandales et l'acharnement de cette journaliste à défendre les familles, les victimes, mais également à révéler au grand jour la vérité, quitte à se mettre en danger. Ce film m'a fait énormément penser à un autre film que j'avais beaucoup apprécié, qui est un petit peu sur le même modèle, c'est le film Dark Waters, qui est lui un film américain, qui se passe également dans le milieu agricole et qui dénonçait lui les polluants qui contaminaient les terres et les agriculteurs américains, et il nous expliquait toute la bataille juridique, notamment d'un avocat qui est notre héros et qui est porté par Mark Ruffalo. Si vous avez jamais vu le film, je vous le recommande, il est très très bien. Et bien les algues vertes, c'est la même chose, c'est la même démarche, mais en France, et j'ai trouvé le film vraiment passionnant. Alors il a rien de particulièrement innovant, que ce soit dans son approche visuelle, dans son rythme ou dans sa construction narrative, c'est vraiment une sorte de thriller, une enquête qui est menée par cette journaliste, qui est très bien interprétée par Céline Salette, je trouve, mais ce que j'ai trouvé absolument fascinant en fait dans le film, c'est à quel point c'est quotidien et à quel point son enquête fait écho à ce que nous, simples mortels, on a pu avoir comme information à travers les médias notamment à cette époque autour du scandale des algues vertes. Ce qui est profondément intéressant dans le film, c'est l'enquête, c'est les révélations, c'est ce qu'on apprend. J'ai trouvé que le film était vraiment instructif et intéressant. Malheureusement, si je devais donner un bémol, c'est au niveau du rythme. C'est assez plan-plan malheureusement. Pourtant, en soi, on en apprend de plus en plus, on sent la menace
menaces qui grondent derrière son enquête, on sent la méfiance des habitants, on sent les révélations qui arrivent, mais le film reste assez poussif au niveau du rythme, et c'est vrai que malheureusement il faut s'accrocher pour tenir les 1h50, d'autant plus que comme je vous ai dit visuellement c'est pas percutant non plus, donc moi c'est vraiment l'intérêt pour le sujet qui m'a maintenu dans l'histoire. Donc on n'est pas sur un film détente ou un film à suspense qui va vous tenir accroché, mais si vous êtes intéressé par la thématique, je l'ai trouvé vraiment très intéressant, donc en soi le film a été une plutôt bonne expérience et je suis vraiment contente de l'avoir découvert en salle. Voilà pour mon rattrapage du jour, à demain pour un autre film de 2023 dont je ne vous ai absolument pas parlé. Jour 6. Et en ce 6e jour, on va parler d'un film d'horreur. Vous savez que j'aime beaucoup les films d'horreur et que j'en regarde énormément, pour le meilleur, mais plutôt souvent pour le pire. Et je vous cache pas qu'aujourd'hui, on va pas forcément parler d'un excellent film, on va parler du film L'Horloge qui est disponible sur Disney+. Ce film est en ligne sur la plateforme depuis juin 2023 et si je me suis laissé tenter, c'est pas parce que le film me semblait prometteur, d'ailleurs j'en ai pas du tout entendu parler que ce soit sur les réseaux ou sur la plateforme Disney+ elle-même qui en a pas vraiment fait beaucoup de publicité, c'est parce que la thématique me semblait plutôt originale puisqu'elle traite du non-désir de certaines femmes d'avoir des enfants. En effet, dans le film, on suit Ella, une jeune décoratrice d'intérieur en pleine montée dans sa carrière. Elle est assez célèbre sur les réseaux sociaux, elle a sorti un livre, etc. Mais elle est très souvent rejetée socialement et elle a des difficultés dans sa famille et avec son mari, tout simplement parce que Ella ne souhaite absolument pas avoir d'enfants. Elle n'a aucun désir de devenir mère et cela l'handicape au quotidien parce qu'elle reçoit une grosse pression pour un jour avoir des enfants. À tel point qu'un jour, son mari, qui est médecin, lui propose de participer à un essai clinique pour tester une toute nouvelle méthode qui traiterait le non-désir d'enfant comme une pathologie d'infertilité comme une autre. Bien que peu convaincue, Ella finit par se laisser tenter par la thérapie et elle se rend donc à la dite clinique où elle va suivre un ensemble assez étrange de traitements psychologiques et médicaux pour essayer de soigner sa non-volonté d'avoir des enfants. Alors si la thématique est vraiment intéressante, je trouve, abordée dans la société actuelle, le fait que certaines femmes ne souhaitent pas devenir mères et qu'elles n'ont pas cette volonté d'un jour avoir des enfants, je trouve ça vraiment intéressant, le traiter par l'angle de l'horreur, à travers la pression que la société, le couple ou la famille peut mettre sur ces femmes, je trouvais ça super pertinent, mais malheureusement c'est vraiment pas très bien traité dans le film. Déjà visuellement et au niveau de la bande sonore, le film est vraiment pas intéressant, on a quelques petites tentatives horrifiques à base d'images subliminales, de passages un petit peu du fait des médicaments où Ella voit des espèces d'images, que ce soit des araignées ou l'image d'une vieille femme, etc. Mais honnêtement, ça prend pas du tout au niveau horrifique. Mais en plus, je trouve que le traitement de la thématique qui devrait être le cœur du film et qui aurait vraiment pu en faire un film particulièrement intéressant est totalement bâclé et on passe totalement à côté du sujet. Ce qu'il faudrait traiter, c'est cette espèce de pression morale qui pousserait des femmes à penser qu'elles sont malades simplement parce qu'elles prennent une décision en conscience vis-à-vis d'elles-mêmes. Je trouve que c'était là le cœur du film et ils sont vraiment totalement passés aux côtés de leur sujet. Donc je vais me permettre de ne pas forcément vous recommander ce film, déjà parce qu'il est visuellement pas intéressant, scénaristiquement pas très intéressant, au niveau de la caractérisation des personnages ou au niveau de l'horreur non plus. Et la seule chose qui pourrait sauver ce film, c'est son histoire. Et là encore, j'ai vraiment sincèrement pas été convaincue par le traitement du thème qu'ils ont choisi. Je dirais pas que c'est une déception parce que j'avais pas d'attente, mais quand je vous disais que dans les films d'horreur on a du très bon et du très mauvais, ben là on penche plutôt du côté mauvais. Voilà pour le rattrapage du jour, à demain pour un autre film de 2023 dont je n'ai pas du tout eu le temps de vous parler. Jour 7. Et en ce 7e jour, on va de nouveau parler de plateforme de streaming, puisqu'on va parler d'un film japonais sorti sur Netflix qui m'a pas mal intriguée et auquel j'ai donc laissé sa chance, le film The Village. Sorti sur la plateforme le 16 juin 2023, le film qui dure un peu plus de 2 heures se passe au cœur des régions pittoresques du Japon dans une zone agricole assez reculée dont le village a malheureusement été défiguré par l'installation d'une immense usine de traitement des déchets. C'est dans ce contexte qu'on va suivre Yu Katayama qui n'a d'autre choix que de travailler pour la dite usine de déchets car sa mère a contracté des dettes qu'il se doit de rembourser pour elle et qui essaye de subsister dans cet environnement coincé entre l'image dévalorisante qu'il a de lui du fait de son emploi notamment, entre des caïds locaux qui essayent de profiter de la situation et un contexte économique assez tendu pour le village. Alors la première chose qui m'a attirée dans le film, c'est qu'il est vendu comme une sorte de huis clos dans cette espèce de village. Je trouve assez intéressant d'aborder le Japon par cet angle-là. C'est vrai que le Japon, on en connaît beaucoup les drames sociaux personnels, on en connaît également les mignonnes petites romances, mais je trouvais que l'angle de traitement ici, et parler aussi de l'industrialisation du pays, leur rapport à l'écologie par exemple, ça allait être assez intéressant, mais je dois avouer que j'ai trouvé le film assez ennuyeux.
Et pourtant, j'ai quand même réussi à m'attacher au personnage, à la relation qu'il entretient avec les autres. J'ai été intéressée par le fait de démêler à leur côté les espèces de magouilles locales. Et j'ai trouvé que la posture du film, de ne pas faire de son héros une personne parfaite et moralement idéale, mais plutôt d'en faire un personnage assez ambigu qui prend des décisions clairement discutable, c'était plutôt intéressant, mais il y a un énorme problème de rythme dans ce film. Il est très lancinant, les musiques sont également très lancinantes, on a beaucoup de plans qui sont très lourds, ça avance pas énormément, et pourtant, à un moment, le film prend un angle thriller, avec quand même des histoires de meurtre, etc. C'est assez prenant, il y a de quoi faire quelque chose de très tendu au niveau rythmique, mais non, le film est là, et on rame, et on rame, et on rame jusqu'à la fin, sans réel dénouement en plus, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Moi je pense qu'ils auraient pu retirer bien 20 bonnes minutes du film pour en faire un thriller social et écologique assez intéressant, mais malheureusement c'est pas le choix qu'ils ont fait et ça en fait un film assez lent et assez lourd à ne surtout pas regarder si vous avez sommeil parce que honnêtement je suis pas sûre que le film soit assez prenant pour vous maintenir attentif. Donc voilà pour le film du jour, à demain pour un autre rattrapage des films que j'ai vus en 2023 et dont je vous ai absolument pas parlé.